Bien, on va s'intéresser à un exercice qui a été proposé à l'oral du concours CCINP en filière PSI il y a 2-3 ans. Euh, donc on considère une personne qui est sur Terre et qui souhaite photographier un satellite passant dans le ciel. Donc on suppose que la trajectoire du satellite est circulaire, que l'altitude du satellite est de 5000 km. Et ce que l'on voudrait, c'est que lorsque on va en fait obtenir la, sur la photo finalement finale, eh bien on voudrait que le satellite soit représenté par un point et non par une traînée, bon, ce qui ferait un effet de filet, ce qu'on ne veut pas. D'accord? Donc la question, c'est en fait de savoir quel est le temps de pause qu'on peut. On comprend bien que si on laisse une pause relativement longue, eh bien le satellite va en fait se déplacer de façon importante sur son orbite et donc en fait on aura une trace sur l'écran enfin, de l'appareil photo du capteur. Donc on souhaite savoir quel est le temps de capture qu'on peut s'autoriser sans que en fait le satellite ne laisse une trace sur le capteur, juste un point. Alors pour cela, l'idée c'est de se dire que le satellite va se déplacer pendant la durée de prise de la photo d'une position S1 à une position S2. L'idée, ça va être de déterminer l'image de cette position, de cet objet finalement, qui est généré par les deux positions extrêmes du satellite durant le temps de pause, voir quelles sont les images B1 et B2. Et donc finalement, on pourra appeler ça, par exemple, petit a, qui représentera la taille de l'image sur le capteur et il faudra comparer cette taille petit a à une caractéristique en termes de pixels de l'écran pour savoir si en fait l'image se fait sur un pixel ou sur plusieurs pixels. Alors peut-être je sais. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Alors déjà la première chose qu'on peut faire c'est essayer de déterminer la taille de l'objet finalement. Quelle est la taille de l'objet généré par S1 S2. Alors notons déjà qu'on a un mouvement circulaire, donc on sait que lorsqu'on a un mouvement circulaire pour un satellite, la vitesse v est donnée par racine de gm ici, donc la masse de la Terre, sur le rayon, c'est-à-dire la distance au centre, c'est-à-dire racine de gmt, donc la masse de l'attracteur, et ici le rayon terrestre plus h. On rappelle que si on veut retrouver ce résultat, on peut par exemple réaliser un PFD pour le satellite dans le référentiel géocentrique. Et on aura MA égale moins G grand M de la Terre petit m sur R carré UR. Et si on admet le caractère circulaire de la trajectoire, eh bien l'accélération va se limiter à son composante radiale et on aura en fait moins m v carré sur r qui s'égalisera en projection sur UR à moins gmt petit m sur petit r carré. Et donc par simplification en particulier de m et des signes moins. Et on a un petit r ici, je vais te refaire un petit peu, c'est un peu mal fait. Et on a ici un petit r et on obtient bien v qui vaut racine de gmt sur r. Voilà. Si on fait l'application numérique, donc en pensant bien à remettre les longueurs en mètres, donc on aura 6,67 10-11 pour la constante de gravitation, 5,88 10-24 pour la masse de la Terre, et R on prendra 6400, le rayon terrestre, plus 5000 km, et tout ça remis en mètres. On obtient une vitesse qui est de l'ordre de 6 km par seconde. J'ai trouvé V à peu près égal à 5,9 km par seconde. Alors une remarque, c'est que par la suite j'ai fait un objet qui était, disons, un segment de droite. Pourquoi je peux m'autoriser ceci alors que le satellite a un mouvement circulaire? Eh bien c'est simplement que la vitesse qui a été déterminée ici, vous voyez c'est à peu près 6 km par seconde. Bon, pour l'instant on ne sait pas exactement le temps de pause, mais imaginons que le temps de pause soit de quelques secondes, par exemple, pour fixer les idées. On aura une distance parcourue de quelques dizaines de kilomètres,
et cette distance de quelques dizaines de kilomètres sera très petite devant le périmètre, qui serait bien sûr 2π fois le rayon de 11 000 km. Donc on pourra considérer bien sûr que cette distance S1, S2, il est certain que la distance S1, S2 est très petite devant le périmètre de la trajectoire du satellite, donc on pourra l'assimiler à un segment de droite sans aucun problème. Voilà. Alors maintenant qu'on a ceci et qu'on a la vitesse du satellite, on peut donner une durée delta t quelconque. Donc pour l'instant on ne connaît pas encore le temps de pause qu'on va chercher. Encore une fois, on va chercher, pardon. Ce qu'on cherche, c'est à déterminer le temps de pause delta t. Donc ce qu'on va faire, c'est delta t, le temps de pause autorisé pour l'appareil photo. Et donc en fait, eh bien, cette distance-là vaudra v delta t. Ceci nous permet de trouver l'angle sous lequel l'image, en fait, l'objet est vu, ce qui sera θ. Alors bien sûr, on sera sur des petits angles, parce qu'ici on aura quelques dizaines de kilomètres, peut-être, au plus grand possible, alors que là on a 5000 km. Donc on peut prendre les petits angles et dire qu'au premier ordre, la tangente va s'approximer à l'angle et en radian, et on aura v delta t sur h. Donc ça c'est long. Une fois qu'on a l'angle, on a bien sûr, donc vous avez une focale qui est donnée pour la lentille. Il est bien évident que l'objet est à très grande distance vis-à-vis de la focale, donc on peut considérer qu'il est à l'infini, et forcément l'image se formera nécessairement, l'image ici, d'accord, se fait forcément au niveau du plan focal image. Et donc finalement le B1, B2 qui sera l'image de S1, S2 se fait forcément dans le plan focal image à la distance petit f. Vu la différence, ça ne pose aucun problème, d'accord. La distance S1O est très très grande devant la distance OB1, même si ce n'est pas le cas sur le schéma. C'était par souci de lisibilité. Et donc on voit que petit a, eh bien, va être de l'ordre de f fois θ, toujours au premier ordre en θ. Et si je remplace, ça me fait que petit a, eh bien, ça fait f fois v delta t sur h. Voilà. Donc, bien sûr, pour l'instant, ce qui nous manque, c'est la valeur de delta t, mais c'est ce qu'on cherche. Voilà, les autres grandeurs sont connues. Donc ça se donne petit a. Alors maintenant, il faut le comparer à une des caractéristiques. Eh bien, l'idée est assez simple. Vous avez un capteur. On vous dit que le capteur, c'est une pellicule 24-36 en millimètres, et elle est composée de différents pixels qu'on peut supposer carrés. Et on vous dit qu'il y a à peu près une vingtaine de millions de pixels. Alors maintenant, il y a deux situations. Je vais dessiner B1, B2. Eh bien, soit B1 est ici et par exemple B2 est ici. Alors bien sûr, ça c'est pas tout le capteur. Enfin, j'ai fait tout le capteur, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus de pixels. Il y a beaucoup plus de pixels que ça. C'est juste le principe, d'accord. Ça serait une petite portion en fait de L1, L2. Et si vous avez quelque chose comme ça sur l'écran, eh bien, vous voyez bien que le satellite va avoir une image au cours du temps sur plusieurs pixels, ce qui fera donc que vous verrez une trace sur, non pas un point, mais vous verrez une trace, une ligne, disons, sur la plaque photographique. Donc ce n'est pas ça que l'on souhaite. On souhaite en fait que la valeur de petit a, parce que par exemple comme ceci, on veut par exemple une situation comme ceci, voilà, où en fait, voilà, la valeur de petit a, techniquement, va rester dans un carré, donc on va imposer que petit a soit inférieur. Alors on va appeler ça par exemple A indice C, on peut donner par exemple, ou A indice P, qui sera la taille caractéristique du pixel, d'accord. Et donc on va déterminer ce A indice P qui sera le côté du carré d'un seul pixel. Et donc ce qu'on a, c'est simplement, on sait que si on prend l'aire d'un pixel et qu'on multiplie par le nombre de pixels, on doit trouver la surface totale, l'aire totale de la pellicule. Donc on veut que n AP au carré, donc ça c'est l'aire d'un pixel, ça c'est l'aire d'un pixel. Et donc ça doit être égal à l'aire totale du capteur, qui est donc L1, L2. Voilà. Et ce qui vous dit donc que le petit AP, eh bien, ce sera égal à racine de L1, L2 sur N. Donc ça, c'est la valeur de un seul
enfin la valeur, oui, c'est le côté du carré d'un pixel. Et ce que l'on va imposer pour ne pas avoir l'effet de filet, eh bien, c'est que cette valeur de AP, elle soit supérieure à la valeur de A, pour que A reste en fait à coup sûr à l'intérieur d'un seul pixel. Voilà. Donc au final, ce qu'on va imposer, donc la condition qu'on va imposer, c'est, pardon, la condition qu'on va imposer, c'est que finalement on veut A soit en fait inférieur à AP. Bon, disons, on peut faire le cas critique finalement, on peut très bien faire le cas critique. Donc à la limite, ça sera plus simple de traiter le cas limite. À la limite, on peut chercher le delta t limite tel que le A limite soit égal à AP. Et donc ce qui va imposer, donc si je reprends le valeur limite, ça fera donc F, ça sera équivalent à dire que F fois donc la vitesse fois le delta t limite sur H sera égal à racine de L1, L2 sur N. Voilà. Et donc ce qui est équivalent à dire que delta TL fera donc H sur V, F pardon, fois V fois racine de L1, L2 sur N. Donc ça c'est la valeur limite. Donc on a bien ici deux longueurs qui vont simplifier. Ici on a une vitesse, donc une longueur par seconde qui fait remonter un temps au numérateur. Et là on a une longueur au carré, mais dont on prend la racine. Donc on a bien une longueur et à la fin vous avez bien un temps qui apparaît ici. Donc ça c'est l'expression du temps limite. Voilà, mais après il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Donc si on pose rapidement l'application numérique, eh bien ça vous fera que delta t, le delta t limite. Alors pour H, on avait 5000, on peut laisser 5000 en kilomètres. Pour la vitesse, on avait alors la vitesse c'était 5,9 en km par seconde. Donc vous voyez qu'ainsi les kilomètres vont simplifier. Vu que j'ai laissé par seconde, la réponse sera bien en secondes. Alors je vais laisser la focale en millimètres, donc 44 mm, car en fait, vu que je vais prendre les longueurs également en millimètres, il y aura deux longueurs en millimètres, en prenant la racine, ça sera bien également des millimètres. Voilà, et donc là, j'aurai 24 fois 36 sur 10 puissance 6. Encore une fois, si je reprends rapidement, là j'avais des millimètres, et là j'ai bien des millimètres carrés qui vont correctement simplifier, et là j'ai bien des kilomètres, et là des kilomètres par seconde. Bon, si vous n'êtes pas trop sûr, vous mettez tout en mètres, mais on peut faire comme ça aussi. Et on trouve finalement delta t, bon vous pourrez vérifier, mais j'ai trouvé delta t, elle, qui est de l'ordre de 0,12 secondes. Et donc voilà, ça sera la valeur limite. Il faudra qu'en pratique, il faut prendre un temps de pause. Donc il faut delta t inférieur ou égal à la limite, disons à delta tl égale 0,12 secondes. Alors pourquoi inférieur? Parce que si vous prenez plus, forcément, plus vous prenez delta t grand, plus S1, S2 est grand, et donc plus A sera grand. C'est toujours possible en fait en physique de traiter le cas limite, et ensuite par un argument physique, de conclure sur le signe. C'est toujours plus simple de traiter le cas d'égalité. Et après, par un argument physique, on conclut assez facilement si c'est plus petit ou plus grand, dans quel sens il faut retenir. Voilà. Alors, cet exercice avait un intérêt car finalement, il permettait de mixer quelques notions qui peuvent être plus ou moins développées à l'oral sur les questions de force centrale. Donc, éventuellement, l'examinateur peut développer quelques questions autour de cette thématique-là. Et puis un petit peu d'optique géométrique. Bien sûr, là, en se plaçant dans le cas où on a un objet à l'infini, il fallait quand même bien modéliser la situation, qui n'était pas forcément évidente au départ, et puis avoir l'idée, toujours l'idée de se dire, voilà, est-ce que je veux que ça soit sur quel est le capteur, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir quelque chose de flou, d'avoir une tache ou d'avoir un trait, c'est forcément que vous avez quelque chose qui est sur plusieurs pixels du capteur. Donc voilà à peu près comment mener le calcul. Je vous remercie.